Rebonjour, bonsoir. Alors, avant de présenter et de vous parler du sujet que l'on va évoquer avec WorldPay, juste un petit reminder pour ceux qui n'auraient pas compris. Ce soir, le dîner est à partir de 20h au Grimadi Forum. C'est un dîner assis avec une petite surprise qui vous attend en fin de soirée avec un artiste que vous connaissez tous. Voilà, donc j'en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Et on vous donne rendez-vous donc du coup ce soir à partir de 20h. On va terminer cette journée et on a le plaisir, enfin on est dans l'inspiration aussi et la prospective plutôt. C'est une journée de la vie d'un commerçant en 2035 et on a le plaisir du coup d'avoir sur scène WorldPay qui va venir discuter. Donc je vais présenter l'ensemble des speakers. Virginie d'Angèle de chez WorldPay, montée sur scène. Maxime Flandin de chez Visa. Pierre-André Marty de Disneyland Paris. Et le tout animé par Flore Fauconnier, que vous connaissez certainement tous. Merci Sonia. Alors le paiement en 2015 et le paiement en 2025, 10 ans. 10 ans, en 2015, je me souviens, quand je suis rentrée dans le paiement, en fait, j'étais e-commerce payment manager. Et autrefois, donc il y a 10 ans, tout le sujet était de proposer 2-3 méthodes de paiement, d'intégrer sa gateway et de faire du e-commerce. À l'époque, le e-commerce n'était pas aussi naturellement important qu'il ne l'est aujourd'hui. Et vous le savez, le paiement en 2025, il est tellement différent du paiement en 2015. Il était important à l'époque, aujourd'hui, il est devenu incontournable, un élément clé. Et pourquoi est-ce que je fais ce retour de 10 ans ? Aujourd'hui, vous vous dites pourquoi Virginie d'Angèle de WorldPay fait ce retour de 10 ans ? Eh bien, c'est parce que nous fêtons aujourd'hui les 10 ans du Global Payment Report. Le Global Payment Report, c'est un rapport que nous publions chaque année et qui est attendu par l'ensemble du marché. Des milliers de payment managers dans le monde, quelques centaines peut-être en France, l'attendent. Et nous sommes ravis, pour ces 10 ans, de le distribuer. Donc venez nombreux sur notre stand en H06. Alors, pourquoi est-ce que WorldPay se trouve légitime de publier le Global Payment Report ? Eh bien, peut-être que vous le savez, nous sommes un leader incontournable du paiement. Nous processons plus de 50 milliards de transactions chaque année et nous sommes le plus grand acquéreur en Europe. Naturellement, en faisant ça, nous compilons un nombre important d'informations et on essaye de les compiler de manière vraiment simple, efficace, concise, par pays et par région. Et donc, c'est pour ça que le Global Payment Report est devenu en quelque sorte, on va dire, une bible pour le secteur du paiement. Alors, on a fait un retour de nos prévisions en 2015 pour comprendre si elles étaient justes. Et vous savez, comme le machine learning, à l'époque, peut-être, on va dire qu'elles étaient justes à 50%. En 2024, en 2025, nos prévisions sur 2030 sont beaucoup plus justes et on voit 4 grandes tendances qui s'affichent. D'une part, le fait que pour les consommateurs, le paiement reste super important. D'accord ? Et aujourd'hui, le paiement est beaucoup plus facile et c'est ce qu'ils recherchent. Ils cherchent avant tout de la simplicité, notamment avec tous les paiements en un clic. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour les retailers et pour le secteur d'optimiser l'expérience mobile. Vraiment, focalisez toute votre attention sur cela, car l'on voit dans le Global Payment Report qui est paru aujourd'hui qu'à l'échelle 2030, l'ascension des e-wallets, des portefeuilles digitaux, va continuer. Mais aussi, les consommateurs nous demandent, donc ce que vous voyez derrière vous, ça n'est pas le Global Payment Report, puisque je n'y avais même pas accès hier. Voilà, il est toujours tenu secret. Donc, vous verrez le Global Payment Report en venant vraiment le chercher
sur notre site en scannant le QR code. Mais la deuxième chose, c'est que vous le savez, la fraude devient un sujet majeur pour le paiement. Hier, la fraude était tenue, je dirais, peut-être séparément. On avait le paiement et la fraude. Aujourd'hui, les briques prévention de la fraude, lutte contre la fraude et paiement doivent vraiment s'imbriquer étroitement. Et on va en parler plus tard dans notre discussion. C'est pour ça que WorldPay agit en investissant sur cette partie particulière. Ensuite, une autre tendance des consommateurs, ils continuent de nous dire, comme l'année dernière, laissez-nous le choix. Voilà, si je suis un consommateur brésilien et que je veux acheter un ticket pour venir avoir une expérience inoubliable chez Disneyland, eh bien, je n'ai pas du tout envie de payer de la même façon que si je suis un voyageur, un consommateur belge. Donc, laissez-nous le choix de la méthode de paiement et de la marque. Enfin, l'offre, je dirais l'expérience des consommateurs vis-à-vis dans les différents canaux dans lesquels ils naviguent et ils confirment leurs achats, elle doit être unifiée. Ils attendent d'avoir vraiment des parcours qui soient fluides et que les marchands, les retailers et les prestataires soient prêts à faciliter ces expériences omnicanales. Voilà, c'est les grandes tendances qui ressortent du Global Payment Report, mais je ne vous cache pas qu'il y a vraiment nombre de nuances selon les pays, selon les régions. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est entrer dans une discussion, vous proposer cette discussion avec un grand retailer qui est Disneyland Paris, qui est en fait un retailer international qui s'adresse à des consommateurs internationaux en proposant une expérience locale dans le parc. Et donc, cette complexité-là, ça s'appelle le glocal en quelque sorte, puisqu'il faut s'adapter aux attentes des consommateurs partout dans le monde. Eh bien, on pense que c'est super intéressant, super enrichissant d'inviter Pierre-André et aussi Visa, notre partenaire et le partenaire de Disneyland Paris, ainsi que cette discussion sera modérée par la modératrice Flore Fauconnier. Voilà pour l'introduction. Let's go pour la discussion. Merci beaucoup Virginie. Donc pour ceux qui sont arrivés pendant l'intro de Virginie, on démarre donc une table ronde sur l'innovation dans le paiement et on a pour ça la chance d'avoir 3 speakers de choix. À côté de moi, Maxime Flandin, qui dirige le business développement pour la France, la Belgique et le Luxembourg pour la branche acquisition de Visa. À côté de lui, Pierre-André Marty, qui gère la trésorerie et les paiements clients pour Disneyland Paris. Et donc, notre hôte, Virginie Dangel, qui est la vice-présidente Europe du Sud de WorldPay. Et donc, je suis Flore Fauconnier, je suis consultante et j'accompagne les prestats dans leur marketing et go-to-market et les corporates dans le lancement de nouvelles activités digitales. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on en apprenne davantage sur notre grand témoin, Disneyland Paris, et sa façon d'aborder le paiement. Alors, évidemment, on connaît tous Disneyland Paris, d'autant que c'est la première destination touristique d'Europe. On peut penser que c'est simple, un acteur monocyte, enfin en tout cas un seul endroit, mais en réalité, vous avez une clientèle pan-européenne, mais internationale, avec des gens absolument de partout. Vous faites du B2C et du B2B avec des activités de convention. Vous avez à peu près toute la palette des paiements de proximité avec des barrières à péage, des hôtels, des restaurants, etc. Et puis du paiement en ligne avec, je crois, 4 sites et une application. Ça donne déjà une idée du niveau de complexité de ce que vous avez à gérer. Alors, Pierre-André, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà vous en êtes où, à quoi ressemble votre architecture de paiement, une fois qu'on a expliqué ce contexte, comment est-ce que vous faites pour prioriser vos chantiers, qu'est-ce qui vous guide? Oui, alors bonsoir à tous. Donc Pierre-André Marty de Disneyland Paris. Donc en fait, la situation dans laquelle on était, nous, c'est
qu'en fait, on gérait notre monétique de paiement en interne. Et donc, il y a 5 ans, on a essayé de voir le paiement dans le futur, justement, et on s'est dit qu'il était temps pour nous d'externaliser. Et donc, on a mené un projet durant 5 ans avec l'aide de WorldPay. Et on a refondu totalement notre architecture de paiement, on l'a externalisé auprès des bons acteurs. Et c'est ce que je voulais dire, c'est le paiement dans le futur, c'est de faire le choix avant tout des bons acteurs avec lesquels on travaille pour s'assurer ensuite qu'on sera en capacité d'innover. Donc nous, on a fait 2 choix d'externalisation. Un premier choix, on a pris un gateway spécialisé dans le domaine du paiement de proximité. On a un nombre de use cases, comme vous l'avez dit, en paiement de proximité qui est très très large, qui va d'une barrière de péage aux hôtels, des boutiques, des restaurants, mais tous les types de restaurants qu'on peut imaginer, des restaurants à table, au comptoir, etc. Enfin, c'est vraiment, et du ticketing également, donc très varié, et on avait besoin d'un vrai spécialiste du paiement de proximité pour gérer ça. Et ensuite, sur les paiements en ligne, on a fait le choix donc d'externaliser auprès d'un spécialiste du paiement e-commerce et mobile app. Le choix a été fait de travailler avec WorldPay et avec une grande variété de use cases, de manière d'interagir avec les clients. Voilà. Et donc ce projet, on l'a terminé il y a quelques semaines à peine, en lançant le dernier site, le site dédié au groupe. Voilà. D'accord, donc c'est tout frais. Et puis je crois que du coup, vous avez dû changer tous vos TPE, toutes vos pages de paiement. Enfin, c'est vraiment le projet. Voilà, une refonte complète entière. Voilà. Alors, votre existence, c'est aussi de l'omnicanal, parce qu'il y a tous les canaux qu'on a évoqués, mais sur lesquels vous essayez d'avoir une expérience consistante. Et c'est aussi beaucoup l'application mobile, qui est un peu l'incarnation de l'omnicanal. Vous pouvez nous en dire 2 mots, parce qu'elle est particulièrement avancée. Oui, tout à fait. Alors en fait, j'aimerais expliquer son rôle à l'application mobile, parce qu'elle a un rôle très particulier. Donc, nos clients interagissent au départ sur des sites web, où ils peuvent réserver des packages avant leur visite, avant de venir sur site. Et donc, pour être parfaitement local, et comme notre communauté est très variée, on a des sites en multi-devises, on a des sites obligatoirement avec des moyens de paiement adaptés à chacun des marchés au maximum, surtout sur les core markets. Mais une fois qu'ils ont réservé, etc., après ils viennent sur site. Et c'est là où rentre cette notion de dominicanalité pour nous. Et donc, tout passe par l'application mobile. L'application mobile a été refondue, retravaillée. Elle permet au client réellement d'interagir durant son séjour. Et donc, par exemple, cette application mobile vous permet de faire ce qu'on appelle le direct to park, direct to room. Vous pouvez accéder à votre chambre, accéder au parc en ayant vos tickets uploadés dans l'application. Vous avez tous vos coupons repas, si vous avez acheté prépayé des coupons repas. Enfin, vraiment, c'est l'outil qui permet d'interagir tout au long de la visite. Et on a rajouté par-dessus cette brique, on va dire, liée à la réservation d'hôtel, on a rajouté des possibilités d'acheter des expériences ou de profiter de ce qu'on appelle des coups-fils pour les attractions. Ou bien même maintenant on a introduit un service de click and collect. Donc vraiment l'application mobile, elle interagit en permanence. Elle part de la réservation web et elle assure la visite durant la visite. Alors après, on aura d'autres développements dans le futur où on veut également gérer mieux le post-visite. Donc après la visite, donc on a toute une offre liée aux photos que vous avez pu prendre durant votre visite au parc, que vous puissiez les réimprimer lorsque vous êtes chez vous, etc. Enfin, ou répondre aux questions des clients après la visite. Voilà. D'accord, donc la roadmap n'est jamais terminée. Ouais. En tout cas, ça remplace probablement des tas de choses qui devaient être gérées avec du papier avant, qui devaient être un cauchemar de gestion, et des services en plus. Donc c'est vraiment l'app qui fait tout. Virginie, je crois que WorldPay accompagne des situations omnicanales encore plus compliquées, multi-régions. Vous avez peut-être un cas dont vous pourriez nous partager quelques éléments, même s'il n'est pas encore public. Alors, plus compliqué, je ne pense pas. Mais oui, définitivement. Donc, WorldPay, vous le savez, on l'a annoncé l'année dernière. On est en déploiement de terminaux qui nous permettent d'avoir une offre complètement omnicanale sur plusieurs régions dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, Canada et par exemple en Australie.
et la prochaine étape, c'est la PAC, mais l'objectif pour nous, c'est vraiment de pouvoir déployer nos terminaux et connectés à l'application mobile, etc. Et on a aussi du Pay by Link et du e-commerce. Et donc, on déploie ça actuellement dans 6 pays en Europe pour les retailers avec qui on est en déploiement. Ouais. Ok. France, Italie, Monaco, UK, voilà. Alors, on va parler de choses très prospectives, mais je voudrais qu'on démarre par une optimisation du paiement qui est déjà à portée de main et qui concerne les transactions par carte bancaire. Donc, les cartes bancaires, elles existent depuis 60 ans, au moins ça, en tout cas en France. Mais vous êtes en train de leur faire un grand bond en avant. Alors, je vous regarde tous les deux. Ce que j'ai en tête, c'est la tokenisation. Et la tokenisation qui permet aussi le click-to-pay, donc avec la simplicité du sans contact pour le paiement en ligne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Est-ce que ça démarre fort? Voilà. Bon, je pense que la tokenisation, tout le monde, enfin, on a un nombre de gens qui sont des experts dans la salle et tout le monde sait qu'il s'agit de remplacer en fait une information de paiement par un token. On travaille étroitement avec les schemes ensemble, avec Visa par exemple, on propose les network tokens à nos marchands en Europe et dans le monde. Et en ce qui concerne le paiement en un clic, c'est ce que je disais en fait. Le paiement en un clic ne peut se faire que si derrière il y a une prise de token qui permet ensuite facilement de pouvoir concrétiser en un clic un achat. Et on sait que ça va devenir super important en fait, parce qu'on le voit là encore dans le Global Payment Report, à l'horizon 2030, les e-wallets vont continuer de progresser et 60% des paiements se feront par les wallets, par les portefeuilles digitaux. Donc c'est vraiment l'attente du marché des consommateurs et ça va continuer de progresser, de pouvoir payer avec des portefeuilles digitaux. Oui, donc nous, je peux peut-être développer un peu le sujet. Donc nous, bien sûr, on tokenise nos transactions pour les sécuriser, etc. Mais on a également des expériences où on permet le one-click payment à l'ancienne, je dirais. C'est-à-dire on enregistre la carte proprement, la tokenise, et le client peut répéter des achats. Donc c'est par exemple dans l'application mobile, lorsque vous voulez acheter des coupe-fils, vous pouvez acheter une attraction, mais racheter une deuxième fois, une troisième fois durant votre journée. Donc on a proposé cette feature-là. Mais le click-to-pay, on le voit plus pour le e-commerce, c'est comme quelque chose qu'on veut développer, parce qu'on ne l'a pas au jour d'aujourd'hui, mais de ce qu'on a compris, c'est une nouvelle manière de payer en e-commerce, où on n'a même plus à saisir les données sensibles de la carte. On est reconnu via l'email qu'on a pu mettre dans le parcours d'achat au préalable comme un détenteur et enrôlé en click-to-pay, ou bien on est un nouveau porteur, on pourra s'enrôler en click-to-pay pour faire ce parcours-là. Et l'idée, c'est qu'on n'a même plus à donner les détails de la carte. Donc on paye très rapidement, de manière sécurisée, et les données ne transitent plus et sont protégées. Ok, très bien. Maxime. Oui, peut-être pour rebondir sur la tokenisation au niveau de Visa, puisque c'est quelque chose d'extrêmement important dans la stratégie de Visa. Il faut savoir qu'au niveau global, pour vous donner un chiffre sur le réseau Visa, bien sûr, il y a une transaction sur deux qui est aujourd'hui tokenisée à travers le monde, dans l'univers online. Et pour vous donner encore un chiffre plus particulier sur le marché français, on a émis à peu près 100 millions de tokens l'an dernier. Donc c'est assez conséquent. Évidemment, la vocation de ces tokens, c'est toujours la même, c'est d'être obstiné par l'amélioration du parcours client, par la sécurité. Quelques chiffres que je suis autorisé à partager aujourd'hui, c'est qu'une transaction tokenisée versus une transaction qui ne l'est pas chez Visa, c'est 2,5 points de plus en termes d'autorisation. Et en termes de fraude, c'est 30% de moins. Donc c'est des chiffres assez éloquents et que je suis heureux de partager avec vous. Et évidemment, comme l'a expliqué Pierre-André, Virginie, c'est une technologie sur laquelle on va s'appuyer pour Click2Pay, qui devrait arriver probablement à l'été 2025, quelque chose qu'on a lancé d'abord en Europe au UK, qui est live, et qui va, comme l'a très bien expliqué Pierre-André, permettre de tout simplement payer en un clic, de manière à améliorer, là encore, l'expérience client, et donc permettre aux marchands de mieux transformer leur panier. Oui, c'est très important pour nous, pour WorldPay. On a lancé le Click2Pay ensemble avec les schemes. Effectivement, c'est step by step, mais pour nous, c'est vraiment lié à de la recherche
de performance. Et c'est des sujets qui sont clés chez WorldPay. Travailler sur les performances, les taux d'autorisation, etc. C'est vraiment le grand sujet. On a des équipes qu'on étoffe, complètes, qui ne travaillent que sur ce sujet. Question pour la salle. Bon, on a un peu les spots dans les yeux, donc on ne voit pas super bien, mais moi je serais très curieuse de savoir si les marchands parmi vous, enfin, les retailers, les distributeurs, vous y réfléchissez déjà au click-to-pay ou à permettre ce paiement en un clic. Je ne sais pas si ça vous dit de lever la main si vous réfléchissez à le mettre en œuvre prochainement. Ouais, on voit les mains levées, malgré les projecteurs. Non, mais ok, en effet, ça vient. Juste un dernier mot, parce que je pense que c'est important en termes d'intégration et de simplification pour vous. C'est un standard international qui va intégrer tous les schemes. Donc finalement, c'est une seule intégration. Vous n'avez pas derrière, pour parler d'Apple Pay, de Google Pay, etc., à intégrer à chaque fois avec une nouvelle marque. Non, c'est un standard international partagé par tous les schemes avec une seule intégration. Oui, puis je suppose que c'est un standard, donc l'intérêt c'est aussi, il faut que tout le monde s'y mette, tous les acteurs de la chaîne, et donc vous, émetteurs de cartes, probablement vous encouragez fortement vos partenaires PSP et les retailers à y passer. Oui, bien sûr, et après tout l'enjeu va être autour de l'enrôlement, ou pourquoi pas les banques vont directement faire l'enrôlement elles-mêmes pour que toute leur base puisse être enrôlée sur Click2Pay, et donc, comme l'a très bien dit Pierre-André, que derrière les marchands puissent reconnaître à travers l'adresse mail que le porteur est tout simplement déjà un membre de Click2Pay, et à ce niveau-là, on n'aura plus besoin de saisir quoi que ce soit. Alors, on va passer à un autre sujet qui est l'intelligence artificielle en tant que vecteur d'optimisation de la sécurité dans les paiements. C'est probablement assez obligatoire d'y aller, ne serait-ce que parce que les fraudeurs, eux, ils n'hésitent pas à utiliser l'intelligence artificielle à fond les ballons. Ça se matérialise comment chez l'un comme chez l'autre peut-être Virginie chez WorldPay. Alors c'est un sujet qui est clé chez nous. Il est tellement clé que ça a été annoncé la semaine dernière. En fait, on a fait une M&A, on a acheté ensemble Ravelin, qui est vraiment une société qui est très spécialisée pour la lutte contre la fraude. Et donc, on a fait cette analyse qu'ils allaient... D'une part, on doit dire que les équipes de Ravelin sont superbes, donc on s'entend très bien et c'est très important aussi le côté humain. Et elles sont présentes. Et actuellement, ce sont 2 stands, mais on est complètement en train d'intégrer nos équipes. Et d'autre part, on a fait une analyse qu'en fait, on allait gagner en vitesse, parce qu'ils ont une telle expertise qu'on va cliquer la lutte, les outils de lutte contre la fraude et l'intelligence artificielle, on va venir enrichir nos modules existants. Et ensuite, aussi, cette maîtrise qu'ils ont de l'intelligence artificielle, on va le déployer pas seulement pour la lutte contre la fraude, mais aussi sur d'autres domaines. Par exemple, pour optimiser nos opérationnels, donc le onboarding. Ça peut être aussi sur la brique de routing, pour optimiser correctement les flux. Donc et certainement qu'il y a encore des cas d'usage qui ont été analysés par les équipes M&A, mais on est super enthousiaste et on sait que ça va nous permettre de faire un pas bien plus vite. Et on sait que tout ça, c'est une question de course, de vitesse, d'être ceux qui sont les plus rapides sur ce sujet pour accélérer les technologies. Et puis je crois que de ce que vous m'avez expliqué quand on a préparé cette table ronde, ils sont même capables de repérer, d'identifier un début de fraude en amont de la page de paiement pour empêcher l'affichage de la page de paiement. Du coup, la fraude n'a pas lieu. Donc c'est vraiment des nouveaux cas de figure par rapport à comment on traite la fraude aujourd'hui. C'est l'expérience effectivement sur certains marchands qu'on amène au Go Live. On voit qu'en fait, il est très important d'avoir des étapes de screening de la fraude à différentes étapes dans le parcours du paiement. Et si ce screening arrive trop tard, en fait, on n'est pas très efficace. Donc c'est vrai qu'on essaye d'apporter cette intelligence-là le plus en amont dans le processus. Chez Visa,
L'IA pour optimiser la sécurité des paiements, ça se traduit comment ? Déjà, avant de parler de l'IA, peut-être parler de la sécurité en quelques secondes. C'est la préoccupation majeure de Visa, c'est ce qui fait notre réputation et c'est notre ADN. Donc on investit drastiquement sur la sécurité. Un chiffre que je suis heureux de partager aussi, c'est qu'on subit 2 millions de cyberattaques sur notre réseau chaque jour. Ça paraît colossal et à ce jour, on n'a jamais encore été piraté, donc tant mieux. Et donc évidemment, on va utiliser l'intelligence artificielle en investissant des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, de dollars, pour améliorer cette sécurité-là. Je fais bref parce que je vois qu'il reste très peu de temps. Absolument. L'horloge tourne. Bon, Pierre-André, sur cette question, je constate que vous êtes accompagné par de très bons partenaires. Ça vous laisse quand même des choses à faire de votre côté ? Oui, bon alors, je peux en parler très rapidement. Mais donc déjà, on utilise un outil de scoring de lutte contre la fraude qui est offert par WorldPay qui s'appelle FraudSight et qui utilise des briques d'intelligence artificielle. Sans rentrer dans le détail, parce qu'on ne veut jamais communiquer ce qu'on paramètre comme règle, mais l'idée c'est que l'outil permet d'adapter les règles de manière agile, et donc l'auto-réagit lui-même aux attaques qu'il peut subir ou voir. Donc ça, c'est un outil qui est très bien, qui demande une expertise quand même assez développée. Et donc on est accompagné d'experts chez WorldPay, parce que nos équipes ont accès au système, mais le paramétrage des règles peut être très complexifié par la brique d'IA qui est rajoutée. Donc vivement de voir ce que Raveline va rajouter par-dessus cet outil qui existe déjà. Et ce que je voulais rajouter également en tant que marchand, c'est qu'on ne s'arrête pas là et au paiement en tant que tel et au système de WorldPay du PSP. On vise également, nous, on a une équipe de monitoring de la fraude qui travaille au quotidien, qui compute un nombre de données incalculable. Et donc dans ce cadre des analyses internes qu'on fait, à partir de nos systèmes et des systèmes de paiement, on veut croiser tout ça en utilisant de l'IA, bien entendu, parce que les analyses faites par des humains ne sont pas aussi effectives certainement que ce que peut faire une IA dans le domaine pour arriver à croiser des cinématiques ou de fraudes qui sont souvent complexes. On utilisera certainement ça aussi pour lutter contre la fraude en interne, parce qu'il y a des sujets aussi sur la fraude en interne. Voilà. Entendu, très clair. Je vous propose qu'on parle de count to account, parce que ça fait partie des grandes tendances qu'on observe, alors qu'on voit peut-être davantage dans des pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne, mais vous m'avez tous dit, en tout cas Visa et WorldPay, constater une progression importante de le count to account. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, on ne parle pas juste du virement à l'ancienne où on donne son IBAN, enfin le truc anti-friendly, user-friendly, mais vraiment de tout ce qui concerne le transfert direct de fonds d'un compte à un autre, et donc notamment les paiements instantanés facilités par l'open banking, donc plus fluide, avec une sécurité renforcée, parce que les infos bancaires ne sont pas partagées avec des tiers. Ça signifie quoi, ça, pour WorldPay, Virginie, le count to account pour vous? Je crois que vous avez commencé à vous positionner dessus. Je vais parler des paiements instantanés, et là encore, ouais. Je vous invite à revenir nous voir sur notre stand H6, car ça occupe, c'est une grande partie du Global Payment Report. Et ce dont on se rend compte, c'est que les paiements instantanés, dans certaines régions, pour certains pays, sont vraiment en train de croître fortement. Typiquement, vous allez avoir par des méthodes de paiement comme BLIK, du paiement instantané en Pologne, c'est 70% des transactions. Si vous regardez l'Espagne, et on a lancé, là on vient juste de lancer Bizum, c'est incontournable. Pour le e-commerce en Espagne, c'est 22%. Si l'on regarde le Brésil, le paiement instantané a explosé puisqu'on est à 40% des transactions par Pix, également disponible par notre passerelle. Pourquoi, dans certaines régions, le paiement instantané comme ça monte et dans d'autres régions pas? Eh bien, il y a deux raisons pour moi. D'une part, il y a une sorte de confiance du consommateur. Donc, c'est le cas par exemple en Thaïlande. 70% de toutes les transactions sont en paiement instantané parce que la méthode de paiement, en fait, est soutenue par le gouvernement thaïlandais. Donc, ça peut être une question très forte du consommateur d'avoir confiance dans cette méthode. Ou alors, au Brésil, c'est parce que ça permet à une population qui n'est pas bancarisée d'utiliser en fait le paiement instantané avec un système de prepaid, de pouvoir
charger en fait son paiement avec un montant, et donc ça peut toucher un autre type de population. C'est très intéressant de se reporter au Global Payment Report pour comprendre cette dynamique en fait dans les différentes régions. Pierre-André, alors je sais que vous avez à cœur de vous adapter aux habitudes de paiement de vos clients qui viennent de partout. Vous regardez ça comment, ce sujet de account to account, et puis plus largement de mobile wallet, je crois que vous regardez Wero avec intérêt. Alors, notre vision à nous, c'est d'essayer d'avoir et d'offrir à nos clients une manière de payer par virement qui soit possiblement un moyen de paiement pan-européen, c'est-à-dire d'avoir un moyen qu'on fait le choix de proposer à nos clients. Pour faire ça, je pense que certainement un produit comme le propose Visa, Tink, est une très bonne solution. Parce que c'est toujours le même mode, quel que soit le pays. Ce n'est pas un champion du pays en question. Mais après, on va regarder avec attention, selon les pays, pour toujours adapter, de rajouter en plus de ça. Si par exemple, en Allemagne ou en Néerlande, il est prévu que iDeal ou Payconic soit remplacé par Wero, bien entendu, on rajoutera spécifiquement sur ces pays si ça remporte bien l'adhésion du marché local. Cette solution également en parallèle. Mais la vision, c'est d'avoir une solution globale pour tout le monde, et puis après les champions dans chacun des pays. Maxime, on parle de account to account, des mobile wallets où derrière il y a de la carte, mais il peut aussi y avoir de l'account to account. Comment vous voyez progresser ces méthodes alternatives de paiement? Alors Virginie nous donne déjà des chiffres sur la progression dans certains pays. Visa, le business, c'est la carte bancaire. Comment est-ce que vous voyez... Visa, la carte bancaire, c'est antinomique, mais... Comment est-ce que vous voyez évoluer ces méthodes de paiement alternatives? Vous pensez qu'au bout d'un moment, elles peuvent dépasser la carte, elles peuvent... Alors, le business de la carte, ça reste quand même le cœur de métier de Visa. On considère, je pense qu'on a ce point commun avec Virginie, de croire que la carte a encore de beaux jours devant elle. Le premier chiffre sur Visa, c'est qu'on est passé de 4,2 milliards de cartes Visa à travers le monde à 4,6 milliards cette année. Donc une augmentation quand même de 400 millions. Le deuxième élément, c'est que je pense qu'il y a encore une part prépondérante au niveau du cash et de l'espèce à aller chercher. C'est pas moi qui le dis, c'est la Banque de France et la Banque Centrale Européenne qui a publié son rapport il y a quelques mois en expliquant très concrètement que pour la première fois en France, le paiement par carte avait dépassé le paiement en espèces. Donc je pense qu'il y a encore une partie à aller chercher là-dessus. Et après, le troisième élément fort pour nous sur la carte, c'est qu'on voit depuis maintenant 2-3 ans, en particulier en Europe et plus spécifiquement en France, de nouveaux cas d'usage et l'essor de la carte virtuelle. Donc j'en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de marchands dans cette salle où typiquement il y a des verticales qui se mettent à développer cette solution-là parce que ça devient là encore une meilleure expérience client, mais surtout une manière de monétiser quelque chose, puisqu'en fait ils vont émettre une carte pour payer. Je vais vous donner un exemple très concret et tangible. Dans l'univers de l'assurance, de l'assistance, jusqu'à encore hier, quand vous tombiez en panne avec votre voiture, très concrètement, ils allaient vous faire un virement et ça allait prendre du temps et vous alliez pouvoir utiliser cet argent chez, par exemple, un loueur de voiture. Demain, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont vous émettre une carte virtuelle qui sera du closed loop, donc de manière très concrète, que vous ne pourrez utiliser, par exemple, que chez certains loueurs de voitures. Et donc, à ce titre-là, l'assureur, assisteur, par le biais de son partenaire technologique, sera en partie détenteur de cette carte et pourra, du coup, grâce à l'interchange, monétiser ces transactions. Je suis complètement alignée avec ce que dit Maxime, c'est super important. L'importance de la carte reste là. 70% des transactions derrière les wallets, derrière les portefeuilles, c'est de la carte en fait. Donc le consommateur, derrière la wallet, va aller regarder sur son relevé carte, il va retrouver la transaction. Donc ça, c'est important de comprendre que la carte reste très importante. Et concernant les virtual credit cards, pour nous aussi, c'est très important. On a là encore une attention particulière, on a des marchands qui les utilisent et on voit qu'il y a encore beaucoup de cas d'usage qui vont s'offrir à nous. Pierre-André, peut-être, comme on est en train de dépasser le timing, peut-être un mot de la fin sur cette question de l'évolution des paiements alternatifs et la prépondérance de la carte dans le travel. Oui, dans le travel spécifiquement, puisque c'est ce qui me concerne, on remarque que les cartes majeures, ça reste quand même le gros de la volumétrie. Et moi, je me dis que les clients, ils les choisissent quand même parce qu'elles offrent des protections
attachés à l'expérience de travel. Et donc on voit certes les APM, les paiements alternatifs augmenter, etc. Mais le train des cartes est quand même encore là. Alors je parle pour le travel, je ne parle pas de manière globale, mais ça reste un marqueur fort. Et pour parler de la France particulièrement, par exemple sur le account to account, lorsque vous faites un virement instantané, non contestable, facilement, etc., c'est sûr que peut-être que si ça concerne la réservation d'un séjour, vous préférez prendre votre carte. Voilà. Il y a une complexité aussi autour des remboursements. Sur certains cas, sur les remboursements, faire un remboursement quand on a fait un virement instantané, c'est plus complexe. Donc voilà, effectivement, les cartes, à mon avis, ont encore de très beaux jours, au moins ce que nous prédisons pour les 5 à 10 années à venir. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au bout du timing. Et c'est dommage parce qu'en fait, on avait encore plein de sujets dont on voulait vous parler, notamment de Buy Now, Pay Later, de paiement en plusieurs fois. Et Pierre-André a des tas de trucs super intéressants à raconter là-dessus. Chez Disney, ils en font de manière très... ils ont plein d'options de Buy Now, Pay Later. Et si vous le croisez ce soir ou demain, arrêtez-le pour lui poser des questions. Ça vaut la peine. Donc voilà, un des sujets qu'on n'a pas pu évoquer. Mais de toute manière, toutes les infos sont disponibles sur le stand de WorldPay, donc H06 au Forum 2, en haut. Et tous les 3 speakers seront ravis de répondre à vos questions et d'échanger avec vous sur les sujets qu'on a évoqués et d'autres d'innovation dans le paiement. Voilà, et merci beaucoup à tous les 3 de ces insights très riches, Lino, dans le paiement. Merci à notre auditoire qui est resté jusqu'au bout malgré la pression du check-in. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.